Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à l'Université de Nîmes. Je suis Benoît Rouac, je suis le président. Et je suis ravi de vous accueillir pour cette conférence. Je remercie d'ores et déjà EDIS pour nous avoir conviés à organiser avec vous, Valérie, cette conférence. Demain, il y en aura également une autre. Aujourd'hui, on a Monsieur Le Bohec, dont mes étudiants et professeurs de l'université m'ont dit qu'ils étaient absolument ravis et honorés de recevoir en tant que professeur émérite de Paris-Sorbonne, qui nous fait la joie d'être ici aujourd'hui pour nous parler de Vercingétorix. Moi j'ai du mal à le prononcer, mais vous comprendrez pourquoi. Est un scientifique de nature. Un grand merci en tout cas de vous être déplacé. Ça fait toujours très chaud au cœur de voir que les conférences que nous pouvons organiser peuvent rassembler un certain nombre de personnes. Et c'est vrai que l'assistance fournie aujourd'hui nous montre finalement qu'on a bien fait de le faire et ici et surtout de faire venir une illustre historien qui nous parlera des stratégies de Vercingétorix. C'est toujours intéressant. Alors, j'expliquais à M. Le Bohec à l'université, donc vous savez, pour ceux qui sont ni moi, on est une jeune université et on a en 2015 créé une équipe de recherche qui travaille sur les risques. Risques de toutes sortes, et on a inclus dans le nombre des enseignants-chercheurs tout un panel de compétences. Alors forcément, on a des chimistes, des biologistes, et on a également des historiens. L'idée étant de dire la gestion des risques au XXIe siècle, comment on la gère aujourd'hui, et comment un certain nombre de risques qui étaient identiques il y a 50, 100, 1000, 2000 ans, comment ils ont été gérés dans le passé, et voir si on a retenu les leçons du passé ou si on a encore des exemples à suivre de ce qui se faisait. Et c'est vrai qu'on a cette culture ici d'essayer de mixer les approches, et c'est pour ça que je suis vraiment très flatté de pouvoir introduire Monsieur Le Bohec. Même s'il vient d'une grande université parisienne, bien évidemment, avec qui nous ne collaborons pas trop. J'ai commencé à Nanterre. Ah, mais déjà c'est mieux. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment un grand plaisir. Je vous remercie encore une fois d'être venu. Encore une fois, je remercie la collaboration et le partenariat que l'université a noué depuis maintenant 2 ans avec EDIS. Je rappelle quand même, c'est important de le dire, que lorsqu'EDIS a candidaté à la délégation de service pour les monuments romains, EDIS est venu voir l'université parce que la société avait l'ambition de développer tout ce qu'elle développe de manière magistrale sur la ville, mais en associant les étudiants. Et ça a été une démarche que moi, personnellement, je n'oublierai pas et je n'oublie pas. Voilà. Est-ce que vous voulez dire quelques mots ? Juste quelques mots pour vous remercier d'être si nombreux. À Nîmes, la culture antique a toujours beaucoup de succès et les journées romaines en sont la preuve depuis une dizaine d'années. Donc en introduction de ces journées romaines, effectivement, nous avons souhaité élargir ce week-end prolongé donc, de quelques jours par des conférences universitaires, et nous espérons à terme que ces journées romaines dureront plus d'1 semaine. Voilà, c'est l'objectif. Donc chaque année, rajouter des événements dans la semaine pour vraiment faire un événement incontournable à Nîmes en France et peut-être même en Europe, pourquoi pas. Voilà. Donc merci beaucoup à Monsieur Le Bohec d'être présent. C'est moi qui vous remercie. Donc je commence par quelque chose de très banal, qui est aussi d'adresser des remerciements à l'université, à la société EDIS et à tout son personnel, et puis aussi au public qui est venu nombreux, et en particulier aux étudiants qui auraient pu regarder un film à la télévision. Ils ont préféré venir m'écouter. Et en plus, ils sont partiels. Oh, les pauvres. Voilà, peut-être que la stratégie les inspirera. Bien, merci, Monsieur le Président. Merci, Madame. Donc, je voudrais on vous a annoncé que je parlerai donc des 3 stratégies de Vercingétorix, les 3 stratégies qu'il a mises en œuvre successivement.
Alors quand on est un auteur de manuel, d'ouvrage ou un conférencier, on commence par expliquer au public qu'on a beaucoup de mérite d'avoir traité le sujet en question parce que la documentation est rare et la bibliographie également. Donc le mérite est évident. Et dans le cas de Vercingétorix, ça va de soi. La bibliographie est peu abondante. Sur le personnage lui-même, on a en fait une vingtaine de lignes. Je dis sur le personnage, hein, sur ce qu'il était, et pas sur ce qu'il a fait. Ce qu'il est et pas ce qu'il fait. On a en gros une vingtaine de lignes. Ce qui fait qu'on admire toujours les auteurs qui réussissent à écrire 300, 400, 500 pages sur le personnage. Il y en a. Bon. D'une part, voilà, donc sur les sources. Et d'autre part, les mêmes sources posent un autre problème, qui est celui souvent soulevé que nous ne connaissons pas du tout. Le point de vue personnel de Vercingétorix, nos ancêtres les Gaulois étant des analphabètes, comme vous le savez, n'ont rien écrit. Et si nous voulons connaître Vercingétorix, ou les Gaulois, mis à part l'archéologie, qui est un domaine tout à fait à part, dont on vous parlera brillamment demain, les textes sont difficiles à utiliser. Et alors, ce qui a été un point qui a été soulevé par les auteurs du XXe siècle, c'est que nous ne connaissons Vercingétorix finalement que par ses ennemis, les Romains qui l'ont combattu, et les Grecs, qui étaient encore plus romains que les Romains. Dans la littérature, hein, les écrivains grecs étaient tous pro-romains, mais à un point que vous n'imaginez pas, avec moins de pudeur que les Romains eux-mêmes, ce qui est évidemment un point à noter. Pourtant, le travail de l'historien, c'est de faire le tri dans ce qu'il lit. Ceci est vraisemblable, n'est pas vraisemblable, et puis on rapproche les textes, on les oppose, etc. Et dans le cas de Vercingétorix et de la guerre des Gaules, nous avons tout de même un auteur, qui était un auteur grec du début du IIIe siècle, qui s'appelait Dion Cassius, qui donc n'a pas vécu les événements, mais qui a utilisé une source que nous ne connaissons pas. Il y a plusieurs hypothèses. Si je vous dis Aelius Tubero, par exemple, ça ne vous dira rien, ça ne vous empêchera pas de dormir. Donc je ne vous dirai pas qui il a utilisé, peut-être, puisque nous ne le savons pas. Mais ce qui est sûr, c'est que Dion Cassius a utilisé un ennemi de César. Quelqu'un qui était un officier de l'armée de César, et là il s'est conduit pendant la guerre des Gaules avec une très très grande honnêteté, un très très grand courage, une très grande fidélité à l'égard de César qui était son supérieur. Mais après la guerre des Gaules, il y a eu la guerre civile. Et ce personnage s'est rangé dans le camp des ennemis de César, de ceux qu'on appelait les Pompéiens ou les Républicains, comme vous voulez. Et donc, ce texte de Dion Cassius est extrêmement intéressant parce qu'il nous donne un point de vue différent de celui que César nous donne, car évidemment, César ne dit pas de mal de lui-même. Personne, en principe, ne dit de mal de soi. La bibliographie, d'autre part, c'est-à-dire le commentaire de ces 20 lignes ou de ces 80 pages du livre 7 de la guerre des Gaules, la bibliographie est en réalité très peu abondante. Et j'ai donc plongé le nez dans une revue qui s'appelle l'Année philologique, qui a recensé à peu près tout ce qui s'est écrit pendant 120 ans en histoire ancienne, et le nom de Vercingétorix, sur 120 ans, n'apparaît que 93 fois dans des titres. Et encore, sur ces 93 titres, alors moi j'en ai trouvé quelques-uns qui avaient échappé à l'année philologique, j'étais très content, mais enfin ça n'a pas bouleversé profondément le pourcentage. Et puis il y a certains de ces titres, ces ouvrages sur Vercingétorix, qui sont complètement romancés. On lui a inventé une fille, on en a fait un hétérosexuel ou un homosexuel. Tous les goûts peuvent s'y retrouver, tout le monde peut s'y retrouver. On lui a prêté telle et telle caractéristique. Il y a des choses qui ne sont pas vraiment intéressantes et qui, au contraire, nous égarent. Alors,
à partir de là, faire quelque chose d'inédit, faire une recherche inédite, ça m'a posé un problème. 20 lignes sur le personnage, je n'ai rien à ajouter. J'ai très peu, si, j'ai quelques petites choses à ajouter, mais pas beaucoup. En revanche, ce qui m'a paru intéressant, c'est dans cette année 52 avant Jésus-Christ, qui nous est rapportée surtout par le livre 7 de la guerre des Gaules, ce qui m'a paru intéressant, c'est de voir comment se conduisait Vercingétorix sur le plan de la tactique et de la stratégie. Et surtout de la stratégie, c'est ce qui m'a le plus intéressé, et j'ai découvert que Vercingétorix était un génie, un homme extraordinaire qui savait s'adapter et qui, dans les quelques mois qu'a duré la guerre des Gaules en 52 avant Jésus-Christ, puisque ça a commencé début janvier et ça s'est terminé vers la fin septembre. Hein. Dans ce laps de temps très bref, il a su choisir 3 stratégies successives. Et les 2 premières ont été couronnées de succès, la troisième a mené à un échec, un désastre comme vous le savez. Mais c'est le sort de la guerre. Et de toute façon, contre les légionnaires, les Gaulois, ce n'était pas une question de courage, hein, les Gaulois étaient très courageux, les légionnaires l'étaient aussi, mais les légionnaires étaient des professionnels de la guerre, alors que les Gaulois étaient en quelque sorte, étaient un petit peu des amateurs, mais je le dis sans méchanceté, avec beaucoup de respect. Alors, sur l'homme, que savons-nous de lui ? Eh bien, je disais tout à l'heure que j'ai fait quelques petites recherches, et la première, c'est sur l'âge qu'il avait en 52 avant Jésus-Christ. César nous dit qu'il était un adolescens, donc mot latin que les traductions, pour lequel les traductions donnent adolescent. Adolescens, adolescent, ça paraît raisonnable. Eh bien, c'est une erreur. J'ai fait des recherches dans le corpus des inscriptions latines sur les épitaphes de Rome, où des personnages étaient dits adolescens et mentionnaient leur âge. L'adolescentia à Rome n'était pas l'adolescence en France au XXIe siècle. On était adolescens entre 20 et 30 ans. Alors un adolescens, un adolescent de 30 ans, ça n'est pas possible. Donc, Vercingétorix est né entre 80 et 70 avant Jésus-Christ, à peu près. Et c'était certainement, je ne crois pas qu'il ait été très jeune, mais enfin, c'était un homme jeune, en tout cas, incontestablement. Il est né à Gergovie. Et puis, autre caractéristique, il est né à Gergovie, donc chez les Arvernes, qui occupaient à peu près l'équivalent de l'Auvergne actuelle. Et c'était peut-être le premier peuple de la Gaule. Évidemment, il est difficile de mesurer la puissance des peuples gaulois, mais nous dirions que les Arvernes et les Éduins, à mon avis, étaient les 2 peuples les plus puissants de la Gaule, avec peut-être quelques autres qui venaient en dessous. Mais il est né donc dans un grand peuple. Et il est né aussi, ça c'est quelque chose qu'il faut bien voir, dans une très grande famille. Son père avait été mis à mort parce qu'on l'avait accusé d'avoir ambitionné de rétablir la royauté dans une cité, la cité des Arvernes, qui était dirigée par l'aristocratie, comme l'était toutes les cités, la cité de Rome d'ailleurs, et toutes les cités sous domination romaine. Les aristocrates ne voulaient pas du rétablissement de la royauté, et ils ont mis à mort, sous ce prétexte, le père de Vercingétorix. Autre preuve que Vercingétorix appartenait à une très grande famille, pas une grande famille, une très grande famille. Son oncle, Gobanitio, dirigeait le parti aristocratique à Gergovie, pendant la guerre des Gaules. Et quand il a vu, Gobanitio, que son neveu Vercingétorix avait des ambitions anti-romaines, Gobanitio l'a fait chasser de Gergovie parce qu'il tenait, lui, à son alliance avec les Romains, comme tous les aristocrates de cette époque.
Alors nous savons que Vercingétorix a vécu dans l'entourage de César à un moment donné, mais je n'ai pas d'idée bien précise sur ce qu'il y faisait. Il était peut-être un hôte. Alors c'était une pratique qui était courante dans l'Antiquité. Un général romain invitait dans sa tente, invitait à le suivre un certain nombre de grands personnages, ce qui prouve d'ailleurs également que Vercingétorix était important, même très jeune, et pour gagner leur amitié et pour imposer son pouvoir dans ce pays. Donc il était peut-être un hôte de César, il était peut-être aussi un otage. Nous savons que la pratique des otages était très répandue dans l'Antiquité, et en particulier pendant la guerre des Gaules. La première chose que César demandait à un peuple qui promettait son amitié, c'est donnez-nous du blé, et la deuxième, c'était donnez-nous des otages. Blé plus otage, c'était très lié. Alors, hôte, otage, peut-être les deux à la fois. On invite le fils d'un grand chef en lui disant, eh bien, on va s'occuper de toi. Et en même temps, on peut le surveiller et éviter qu'il ne fasse des bêtises. Le nom de Vercingétorix, c'est un nom qui a été étudié par des philologues. Je ne suis pas philologue, ce n'est pas ma spécialité, je suis historien, mais les philologues que je connais, puis bon, j'ai quand même fait un peu de philologie, sont des gens très sérieux. Alors, on a remarqué qu'à la fin de son nom, il y a Rix, R-I-X, qui correspond au latin rex, et qu'on traduit en français par roi. Roi. Donc, on a vu là-dedans, dans ce nom que lui a donné son père, évidemment, un amour de la monarchie et de la royauté. Mais le nom complet signifie roi suprême des guerriers. Ce n'est pas le roi de la Gaule, ce n'est pas le roi des Arvernes, c'est le roi suprême des guerriers. C'est-à-dire que c'est un personnage exceptionnel. Enfin, le père de Vercingétorix souhaitait que son fils soit un très grand guerrier, et c'est le titre qu'il lui a donné. César, en revanche, nous dit qu'il était dux ou imperator, c'est-à-dire simplement un chef de guerre, on ne le voit pas. Alors, nous avons l'image numéro 1, s'il vous plaît. Je suis peut-être mal placé, non, là. Nous avons des monnaies sur lesquelles on trouve le buste d'un homme. À gauche, c'est l'expression des numismates. Quand on dit un buste est à gauche ou à droite, ça veut dire qu'il regarde à gauche ou qu'il regarde à droite. Donc nous avons un buste d'un homme, un buste à gauche d'un homme qui est jeune, qui a les cheveux moyennement courts, un peu plus longs quand même que les Romains les avaient. Et on a dit pendant longtemps que c'était le portrait de Vercingétorix. C'est évidemment tentant. Il y a le nom, il y a l'image, et il y a une numismate qui a dit que toutes les monnaies ne se ressemblaient pas exactement, et que peut-être ce n'était pas, probablement pas Vercingétorix, mais un dieu, un dieu jeune et beau, comme après tout l'était notre ami. Je ne veux pas trop insister sur Vercingétorix pour en venir au sujet proprement dit, qui est le sujet de ce pourquoi il se battait. Et César a deux passages où il nous décrit ce que recherchait Vercingétorix, pourquoi il se battait. Il se battait d'abord pour ce qu'on appelle en latin belli laos, c'est-à-dire la gloire qui est conférée par les succès à la guerre. C'est une banalité dans l'Antiquité, quand un général fait la guerre, il espère en tirer de la gloire. Et le deuxième élément, qui me paraît beaucoup plus important, et César en est bien conscient parce qu'il en parle à plusieurs reprises, c'est le mot latin libertas. Alors là encore, on le traduit par liberté, mais c'est un petit peu un faux sens. C'est comme l'adolescence. Libertas, ce n'est pas tout à fait la liberté. C'est le fonctionnement normal des institutions. Donc vous pouvez avoir la libertas avec un régime monarchique, avec un régime aristocratique, avec un régime démocratique. Fonctionnement normal des institutions, et en fait la liberté, c'est la liberté tout de même de Vercingétorix, c'est le désir
de mener son peuple suivant les traditions gauloises et pas suivant les traditions romaines. Vercingétorix ne voulait plus voir de guerriers romains chez lui. Il préférait qu'ils aillent vivre en Italie, trouvait que c'était beaucoup plus normal. Quand on fait une étude d'histoire militaire, on est amené normalement à comparer les deux parties qui sont en présence. Alors, l'image numéro 2, s'il vous plaît. Nous savons que l'armée gauloise était... Alors, vous avez ici, donc, à gauche, un guerrier gaulois et à droite, un légionnaire. Alors, vous voyez que le guerrier gaulois a une grande épée avec laquelle il frappe de taille et une grande lance, un bouclier, une cuirasse. C'est assez exceptionnel. La cuirasse n'était pas portée par tout le monde, tout simplement parce qu'elle coûtait cher. Beaucoup de guerriers avaient un casque. Le casque qu'ils portaient ne ressemblait pas du tout à celui d'Astérix, qui correspond plutôt à la période du bronze, à l'âge du bronze. C'est simplement une demi-calotte de fer qui protégeait le crâne. Ces soldats combattaient en phalange, c'est-à-dire qu'ils formaient, tous les soldats, tous les fantassins gaulois formaient une unité unique, sans aucune souplesse, avec un armement malgré tout médiocre. L'absence de cuirasse est évidemment caractéristique de cette faiblesse, explique en grande partie cette faiblesse. Alors les Celtes disaient qu'ils étaient beaucoup plus courageux que les Romains parce qu'eux, ils allaient la poitrine nue au combat. Alors c'est évidemment très beau, c'est la reine Boudica de Bretagne qui avait dit ça, c'est évidemment très beau, mais contre un javelot, une poitrine nue ou contre une épée, ça n'est pas très efficace quand même. Les Romains, eux, vous voyez l'image à côté, à la droite, avaient un équipement qui était terrible, qui était extrêmement complet. Le légionnaire avait un casque avec protège-joue, protège-nuque, visière. Tous les légionnaires avaient une cuirasse, qui était en général une cotte de maille à cette époque, et ils avaient un grand bouclier qui les protégeait totalement. D'autre part, ça c'était pour la partie défensive. Pour la partie offensive, ils avaient ce javelot qui est fait le fameux pilum, qui est fait d'une pièce de bois et d'une longue tige en fer, qui a deux avantages. La première, c'est que ça pénètre très bien, parce que c'est fin et très pointu. Et la deuxième, c'est qu'une fois que ça a touché un obstacle quelconque, le fer se plie. On a retrouvé des tas de morceaux de pointe de pilum dans des fouilles archéologiques. Toutes ces pointes sont pliées. Et donc, ceux qui les avaient reçus ne pouvaient pas les renvoyer à l'expéditeur, ce qui se faisait avec toutes les autres lances qu'on avait. Et puis, il y a le gladius, qui est une arme offensive extrêmement terrible, beaucoup plus courte que l'épée des Gaulois. Elle faisait environ 70 cm, mais elle avait un double avantage, ou même un triple. D'abord, elle était très solide, c'était un fer incroyablement solide, et ensuite, elle permettait de frapper à la fois de taille et des stocks suivant les circonstances. En outre, ces légionnaires étaient organisés non pas en phalanges, mais en unités très souples, les légions, plusieurs légions, chaque légion divisée en cohortes, chaque cohorte divisée en centuries, et toutes ces unités pouvaient se mouvoir beaucoup plus facilement contre leurs ennemis. Je n'insisterai pas trop sur cette armée romaine qui avait énormément d'avantages à cette époque. Les soldats suivaient un entraînement extraordinaire, avaient des officiers très compétents, avaient des services. Il y a un livre récent qui vient de paraître d'un général français, le général Nicolas Richoux, sur l'armée romaine, et qui considère
que l'armée romaine est la première armée moderne de tous les temps, justement en raison d'un encadrement compétent, hiérarchisé, en raison de la pratique de l'exercice, en raison d'un armement efficace, l'armement individuel, mais il y a aussi l'armement collectif, c'est-à-dire les pièces d'artillerie, tout le matériel qu'il faut pour attaquer une ville, pour faire de la polyurcétique, l'entraînement, le matériel, et puis tous les services, renseignement, logistique, etc. C'est une armée extraordinaire. Alors, je ne m'étendrai pas trop sur les années qui ont précédé l'année 52. La guerre des Gaules a duré de 58 à 51 officiellement, mais en 52, elle était terminée de fait. Elle a été terminée de fait à la fin septembre. Je rappellerai simplement que cette guerre des Gaules a été totalement voulue par César. Ça, il n'y a aucune hésitation à avoir là-dessus. C'est César qui l'a voulu, c'est César qui a provoqué. Il espérait récupérer de l'argent, le butin, à travers le butin, et récupérer justement cette belli laos, cette gloire donnée par les combats, pour faire une carrière politique. Alors, il a eu lui-même une stratégie, ce n'est pas mon propos d'en parler aujourd'hui. Il a attaqué d'abord les ennemis les plus redoutables, les Belges, ensuite des ennemis redoutables, mais moins que les Belges, notamment les Vénètes, mes ancêtres, qui ont bien résisté, ça je vous l'assure, je vous le garantis, mais qui ont fini par être eux aussi vaincus. Et enfin, à la fin de 56, la guerre des Gaules était pratiquement terminée. Cependant, en 55, 54, 53, il y a eu des petites insurrections locales, et César, à la fin de 53, disait qu'il commençait à être inquiet parce que les peuples gaulois bougeaient beaucoup. Et il y avait des gens qui parlaient, qui échangeaient des messages, des propos divers, n'exprimant que très peu de sympathie pour les Romains. Donc il était inquiet. Il n'avait confiance que dans deux peuples, les Rèmes qui peuplaient la région de Reims, et les Ubiens qui n'étaient pas des Gaulois, qui étaient des Germains, qui étaient de la région de Cologne actuelle. Je ne sais pas pourquoi, enfin si, mais ça nous emmènerait très loin. Il ne mentionne pas toujours les Lingons de Langres-Dijon, qui occupaient la région Langres-Dijon, lesquels Lingons ont toujours été très fidèles à César. C'est une autre histoire, je ne viendrai pas là-dessus. Nous arrivons au début de l'année 52 avant Jésus-Christ, au début du mois de janvier. C'est un hiver très froid, et éclate une insurrection. Et nous allons voir que la première des trois stratégies de Vercingétorix a été de transformer une insurrection, des mouvements insurrectionnels, en une vraie guerre, et de regrouper des troupes dispersées, faibles, médiocres, pour en faire une véritable armée. Alors nous ne savons pas qui a provoqué l'explosion du mois de janvier 52 avant Jésus-Christ. Quand on lit les textes, il y a plusieurs possibilités. Il est possible que ce soit le peuple gaulois lui-même qui a éclaté partout, qui a explosé. On en a assez des Romains. Remarquez qu'une guerre au mois de janvier, c'est contraire à toutes les traditions de l'Antiquité. Les guerres commençaient au début juin. Le 1er mars, début de la saison militaire, les soldats commençaient à se préparer et ils n'entraient véritablement en guerre qu'au 1er juin. Pour une raison simple que vous comprendrez facilement, c'est qu'au début du mois de juin, on peut commencer à piller les provisions de blé des ennemis. Et c'est cette explosion de janvier qui est étonnante. Est-ce que c'est le peuple? Est-ce que c'est Vercingétorix qui l'a voulu? C'est ce que certains auteurs de l'Antiquité disent aussi. Ou bien, est-ce que ce sont les chefs des principaux peuples qui ont organisé cette explosion? Alors, ce qui est sûr, c'est que Vercingétorix a d'abord commencé par prendre le pouvoir chez les Arvernes.
il a ramassé, alors donc César nous dit qu'il a ramassé la racaille qu'il a pu trouver, des voyous, des casseurs, enfin des gens abominables, comme vous l'imaginez. Mais Vercingétorix en a fait des vrais soldats, et il a pu prendre le pouvoir chez les Arvernes, et il a rendu à son oncle Gobanitio la monnaie de sa pièce, c'est-à-dire qu'il l'a expulsé, il l'a chassé, et il est devenu roi chez les Arvernes. Ce que son père avait peut-être voulu, son père a été accusé, peut-être à tort, peut-être à raison, on ne sait pas, mais pour lui, ça c'est clair, il est devenu roi chez les Arvernes. Alors la question qui se pose, est à partir de ce moment-là, quelle était son ambition? Est-ce qu'il allait se contenter d'être roi chez les Arvernes? Est-ce qu'il voulait devenir roi chez les Gaulois? C'est très peu probable, parce que en janvier 52, les chefs de peuple, les différents chefs de peuple, n'envisageaient pas une telle issue. Et puis, ce qu'on oublie aussi souvent, c'est que il y a eu peu de peuples qui se sont ralliés à Vercingétorix à ce moment-là. 8 ou 9 peut-être à peu près environ, pas beaucoup, sur une soixantaine de peuples qui habitaient en Gaule, qui vivaient en Gaule. Donc il a fallu, au départ, il n'y avait pas beaucoup de monde. Et au départ, ces gens étaient des insurgés. Alors il y a eu une assemblée à Reims, et Vercingétorix en a profité pour se faire nommer comme chef de guerre, ce que César appelle dux ou imperator. Dux, c'est celui qui ducit, celui qui commande, celui qui guide une armée, et imperator, c'est celui qui a commandé une armée et qui a été victorieux, qui a remporté des victoires. César le reconnaît. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un petit peu partout en Gaule des massacres de Romains. Les paysans de tel ou tel village qui voyaient passer chez eux un cavalier romain, un fantassin romain, 3 ou 4 Romains, les attaquaient, les tuaient, et si c'était des commerçants, ils pillaient leurs biens. Ça a commencé comme cela. Il y a eu une véritable guérilla que César, alors le mot guérilla a été critiqué par un de mes amis, mais je crois qu'il a eu tort. Il y a une guérilla, bien sûr il a eu tort. Il y a eu une guérilla, et on trouve dans César un mot et une expression. Le mot c'est insidiae, c'est-à-dire des embuscades. Quand on entend des embuscades, c'est quand même qu'on fait une guérilla. Et puis alia ratio, c'est plus complexe comme expression, c'est l'autre façon de combattre. Moi, j'ai une façon de combattre, dit César, je combats loyalement, armée contre armée, je range mes légions en ordre de bataille dans la plaine, ou j'assiège une ville. Ce sont les façons de combattre des gens civilisés, et eux, là, ce sont des barbares qui attaquent les hommes, les frappent dans le dos, etc. Et puis, il y a eu, ça avait été décidé à l'Assemblée de Reims, l'intervention des Carnutes. Les Carnutes, c'est ce peuple qui vivait sur la rive gauche de la Loire et dont la capitale était Orléans. Et ils avaient décidé de déclencher véritablement la guerre contre les Romains, de provoquer cette fois-ci une véritable guerre contre les Romains et de séduire un certain nombre de Gaulois. Et ils ont massacré en une journée tous les Romains qui étaient chez eux, notamment, dit César, un honorable chevalier qui était là pour faire du commerce, pour acheter du blé, et le blé de la Beauce, hein, évidemment, est connu, et pour le revendre à l'armée romaine. Donc les Carnutes ont fait ça. Petit à petit, alors ça pose, je reste sur les Carnutes encore un mot, ça pose un problème que certains historiens ont vu, que beaucoup d'historiens ont vu, mais sur lequel ils sont partagés. Gilbert Picard pensait que les Carnutes, c'est le peuple qui accueillait les druides à des périodes régulières pour des cérémonies
qui était collective, qui concernait l'ensemble de la Gaule. Donc Picard dit, si c'est les Carnutes, c'est que les druides ont se sont opposés à César. Et puis il y a Christian Goudineau qui a dit non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Alors Goudineau a une théorie que, pour ma part, je trouve assez étonnante, de dire que les gens qui ont mêlé les druides à cette affaire étaient des gens d'extrême droite, et donc que ça n'a aucune valeur. Or bon, si un mathématicien vous dit que 2 plus 2 égale 4 et qu'il est d'extrême droite, ou d'extrême gauche d'ailleurs, ça ne, je vois pas très bien le rapport. Donc, César, donc la Gaule est entrée en insurrection, mais pas toute. Et quelques peuples seulement, quelques villages, quelques cités, et il fallait organiser autre chose. Et c'est finalement César qui a aidé les Gaulois à s'organiser en organisant une contre-insurrection. S'il y a eu insurrection, il y a eu immédiatement contre-insurrection. César était en Italie du Nord à ce moment-là, et quand on l'a prévenu qu'il y avait eu le massacre d'Orléans, il est revenu à bride abattue. Il a notamment traversé les Cévennes à un endroit, par un col où il y avait 1,70 m de neige. Les Gaulois ne s'y attendaient pas du tout, en particulier Vercingétorix. Ils se dit, c'est pas possible, ils ne passeront pas par là. Nous sommes en plein hiver, au mois de janvier, hein, la neige est abondante, il y a 1,65 m, 2 mètres, on ne sait pas trop. Les Romains ne passeront pas par là. Eh bien, César et ses hommes sont passés. Ils ont enlevé la neige, ils ont déblayé, ils sont passés, et ils sont tombés sur le pays des Arvernes. Et à ce moment-là, la contre-insurrection est une pratique que les Romains connaissaient très bien. Il n'y a pas que les Gaulois qui en ont fait les frais, hein. La contre-insurrection, c'est très simple. Ça consiste à tuer tout ce qui bouge et à incendier ce qui ne bouge pas. Donc les Romains ont tué les hommes, les animaux, le bétail, etc. Ils ont incendié les villes, les bourgades, et César emploie le mot « terror ». Et là, vous pouvez le traduire par « terreur ». C'est du terrorisme appliqué dans ces circonstances. Et il l'emploie plusieurs fois, et il dit que les Gaulois sont pertéritis, que les Arvernes, sont pertéritis, qu'ils sont terrifiés par la terreur que les Romains ont pratiquée contre lui. Alors, César décide ensuite de pratiquer malgré tout une guerre traditionnelle. Évidemment, il passe par Cénabum, où il massacre tout, détruit la ville, l'incendie. Il n'est pas question de laisser les Carnutes impunis pour le crime qu'ils ont commis. Puis, il décide de prendre la ville de Gergovie, qui est la principale ville, qui était la capitale des Arvernes. Donc, il vient avec sa troupe, avec ses légions, et là-devant, il commence par voir que la ville est très difficilement prenable, parce que le terrain ne s'y prête pas. J'y suis allé avec ma femme il y a 3 ou 4 mois, et avec des jeunes gens de Coët-Quidan, des sous-lieutenants, nous avons vu le terrain. Ils ont admis que ce n'était pas facile à prendre d'assaut. Malgré tout, les légionnaires sont partis à l'assaut. Alors, que s'est-il passé ? Ce qui s'est passé, César ne le dit pas bien, mais il a subi une défaite éclatante. Il a perdu l'équivalent d'une légion, 4 à 5 000 hommes, sur une armée qui en faisait 40 000, c'est quand même des pertes importantes. Il n'a pas pu prendre Gergovie, et il a été obligé de partir, de battre en retraite, de s'enfuir. Évidemment, il ne le dit pas comme ça, hein, il arrange bien les choses, ça, vous pouvez le lire. Il a montré les muscles et il a terrifié Vercingétorix, si on l'en croit. Mais il a perdu 10% de sa troupe, il n'a pas pu prendre la ville et il a été obligé de s'enfuir, de partir, de la quitter. Et alors, c'est parce que, à ce moment-là, Vercingétorix est passé à sa deuxième stratégie. C'est une stratégie que les militaires actuels connaissent très bien. Ils la baptisent, même en France, d'une expression anglaise, qui est le push and pull.
ce qu'on peut très bien traduire en français par pousser et tirer. Il s'agissait d'une part de pousser les Romains hors de la Gaule qu'ils occupaient, et d'autre part de les attirer vers le domaine qui était le leur, de façon à ce qu'ils débarrassent complètement le terrain. Alors comment Vercingétorix s'y est-il pris? D'abord, il a renforcé les mesures habituelles. Il a recruté de nouveaux soldats, les a entraînés, a fait fabriquer des armes, etc. Et puis, pour chasser les Gaulois, il a pratiqué ce qui s'appelle la contre-logistique. Ce que j'ai appelé la contre-logistique. Alors c'est une expression nouvelle, si vous voulez, mais je connais un officier français qui a géré la logistique de l'armée française en Afghanistan. Je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Il m'a dit ça c'est un mot que nous n'avons jamais employé, mais après tout, pourquoi pas? La contre-logistique, c'est très efficace. La contre-logistique, donc, de Vercingétorix a constitué à détruire tous les aliments qui pouvaient se trouver en Gaule. Vous savez que les gens de l'Antiquité, jusqu'au XIXe siècle d'ailleurs, se nourrissaient presque exclusivement avec du pain. Donc il fallait détruire tous les entrepôts, même ceux qui appartenaient aux Gaulois, en leur disant, et César le rapporte, Vercingétorix leur a dit, vous aurez faim l'hiver prochain, vous mourrez de faim, mais c'est le prix à payer pour avoir votre liberté. La liberté ou la mort, c'est la vraie devise de Vercingétorix, je crois, dans cette histoire. Donc il a détruit toutes les provisions des Gaulois, de façon à ce que les Romains ne puissent pas s'en emparer. Il a demandé à ce qu'on attaque tous les convois amenant du ravitaillement aux Romains, et le résultat a été très clair. Au bout d'un certain temps, César ne pouvait plus nourrir ses soldats. Il y a un passage où il dit « je n'ai plus de blé ». Il s'adresse à ses soldats, il leur dit « je n'ai plus de blé. Ce qu'on va faire, on va tuer des bœufs et vous allez manger des brochettes ». Et les soldats disent « nous, on n'aime pas ça, mais enfin bon, en attendant puisqu'on ne peut rien faire d'autre, nous mangerons des brochettes, mais débrouille-toi pour nous trouver du blé et du pain très rapidement ». Donc, les Romains sont chassés de la Gaule indépendante, ils ne peuvent plus se nourrir. Et dans le même temps, ils sont attirés vers le sud, c'est-à-dire vers la province dite de Transalpine, qui est la vallée du Rhône, le Languedoc et la Provence. Vercingétorix avait massé des troupes tout au long de la limite orientale du Massif central, de façon à menacer cette province. Et donc César était obligé de revenir pour protéger la province, qui était la province romaine. S'il perdait une province romaine, c'était quand même un désastre assez épouvantable. Donc, quoi qu'en dise César, donc vous passez l'image 5, s'il vous plaît, d'abord. Quoi qu'en dise César, il était... Voilà, donc vous voyez Gergovie, la ville est un site extrêmement étroit, allongé, qui domine une plaine avec un mur de 6 pieds de haut, c'est-à-dire d'1,80 m à peu près, et César avait installé 2 camps, un grand camp à l'est et un plus petit au sud. Et quand ces soldats sont partis à l'assaut en direction du village de Gergovie actuel, et ils ont contourné le mur de 6 pieds, ils se sont trouvés au pied de la ville, et ils n'ont pas pu s'en emparer. Je reviens là-dessus. Le document numéro 6, s'il vous plaît. Donc, voilà. César ne veut pas partir sans prouver une dernière fois quand même qu'il est bon, mais lui-même ne s'avance pas trop. Il envoie un de ses lieutenants combattre une armée de Gaulois qui se tenait près de Lutèce, près de Paris. Paris à l'époque, c'était une toute petite ville, c'était rien du tout.
les Lutétiens, les Parisiens plus exactement, n'étaient qu'un tout petit peuple. Ce n'est pas eux qui étaient les plus concernés. Il y avait plusieurs autres peuples que nous ne connaissons pas, et notamment leur chef était un aulerque, la Normandie actuelle. Donc il y a cette bataille qui est la dernière grande bataille rangée de la guerre des Gaules. Donc vous voyez en haut, les deux armées se font face à face, aile gauche, aile droite. Les Romains partent à l'assaut. À droite, ils remportent un succès complet. L'aile gauche des Gaulois éclate. Au contraire, l'aile droite des Gaulois tient bon, résiste aux Romains. Mais une fois que l'aile gauche des Gaulois a été détruite, l'aile droite des Romains peut faire un mouvement à 180 degrés et les Gaulois sont pris en tenaille, attaqués de face et de dos. La bataille de Lutèce est effectivement pour eux une grande défaite, mais ça n'a aucune importance stratégique ni tactique. Stratégique, pardon, tactique oui, bon, les Romains ont remporté une victoire. César est obligé de partir. Il s'enfuit. Et il remonte la vallée il rassemble son armée à Sens, il remonte la vallée de l'Armançon vers le sud-est, quand Vercingétorix vient le titiller, si j'ose ainsi m'exprimer, pour mettre en place sa troisième stratégie. Sa troisième stratégie, c'est là encore quelque chose que les militaires connaissent bien, l'enclume et le marteau. Quand j'étais à Lyon, j'avais organisé une série de conférences avec des militaires sur des thèmes d'histoire militaire. Et le général qui commandait la région sud-est, le général Robert Bresse, à qui j'en avais parlé, m'a dit « Mais votre idée est très intéressante. Alésia, ça ressemble à Dien Bien Phu. C'est la même tactique, avec le même résultat d'ailleurs dans les deux cas, c'est-à-dire l'enclume et le marteau. Les Gaulois de Vercingétorix s'installent sur une hauteur qui est imprenable. Vous pouvez aller au pied d'Alésia, vous verrez que c'est imprenable. C'est imprenable par des fantassins, évidemment, hein, les fantassins de l'époque. Donc, Vercingétorix installe 80 000 hommes sur le plateau d'Alésia. Il attire les Romains en les provoquant par des petites batailles de cavalerie, et il fait venir une armée de 240 000 hommes. Les chiffres sont de César, hein, ça, vous n'êtes pas obligé de le croire. Je ne suis qu'à moitié convaincu par ce qu'il raconte en général. Bon, ce sont des chiffres certainement exagérés, hein, évidemment, mais quoi qu'il en soit, une énorme armée de secours, ce qu'on appelle l'armée de secours, intervient avec pour mission d'écraser les Romains contre le plateau d'Alésia. Mais c'était oublié. Alors, 7, oui, c'est l'image 7. C'était oublié que César était un génie de la polyorcétique. Et ça a été l'erreur de Vercingétorix de ne pas l'avoir compris. Il a fait encercler, d'abord construire des camps, des petits, des grands, pour que ces soldats puissent se reposer la nuit. Ça, c'est fondamental. Soit à l'abri la nuit, soit bien protégés la nuit. Et puis, il a fait construire une première défense linéaire continue qui encerclait complètement Alésia, de façon à ce que les gens d'Alésia ne puissent pas sortir, ne puissent pas s'évader. Et elle devait faire une quinzaine de kilomètres, si je me souviens bien. Il a fait construire une deuxième défense continue qui, elle, était tournée vers l'extérieur pour empêcher des secours d'arriver et leur barrer le passage. Alors, il y a eu plusieurs batailles autour d'Alésia. Donc, vous voyez sur ce plan la citadelle d'Alésia, sur laquelle les Gaulois étaient enfermés, et les différents camps romains, on en a trouvé très peu en fait. Hein. L'archéologie a fait des recherches très récemment. Récemment, elles ont été publiées en 2001, et on en a trouvé très très peu.
Ils en ont trouvé un nouveau. Donc vous voyez, César était probablement ici, sur la hauteur de Flavigny. Là, vous avez donc le mont Auxois, le camp de César, un autre camp gaulois, romain, un autre camp, à mon avis, sur le mont Réa. Et l'armée de secours est arrivée et s'est installée ici, dans la plaine des Laumes et surtout dans la montagne au sud. Alors, le camp qui a été découvert par les archéologues français, le dernier qui est ici, c'est le fortin de l'Épineuse. Les Gaulois ont attaqué, n'ont pas réussi à percer le premier rempart, et ils se sont méfiés parce qu'ils se sont dit que les Romains pouvaient faire une sortie et les prendre par leur flanc droit, ce qui eût été un désastre immédiat. Alors leur idée était d'abord de détruire un camp romain qui était isolé, que les archéologues n'ont pas retrouvé. Donc moi je l'appelle le camp X pour cette raison. Ils ont attaqué ici. Il y a eu une très grande bataille, mais alors cette fois-ci une bataille terrestre, une bataille d'infanterie, avec l'utilisation aussi un petit peu de la cavalerie, mais une bataille d'infanterie, homme contre homme. Les Gaulois du mont Auxois avec Vercingétorix ont fait une sortie. Ils ont réussi à percer la défense romaine en un endroit. Et quand cette défense a été percée, Vercingétorix est retourné pour voir ce qu'il en était. Et il a vu que la plaine devant le camp X était totalement recouverte de boucliers gaulois et qu'il n'y avait plus un seul Gaulois qui était debout dans cette région. Ce qui veut dire, moi, c'est, j'ai un autre ami qui pense que c'est la polyurcétique qui est fondamentale. Je pense que finalement, la défaite finale, c'est une défaite tactique, une bataille en plaine. Ça a été ce que les historiens appellent la bataille décisive. La 8, je ne sais plus ce que c'est. Ah oui, ce sont parmi les travaux de César. Alors, pour se défendre contre les Gaulois, il y a eu toutes sortes de systèmes qu'il a fait construire, installer, qu'il décrit avec beaucoup de détails. Il y a une vingtaine de lignes qui sont absolument abominables à traduire parce que ce sont des termes extrêmement techniques. Et quand j'ai voulu faire une licence de lettres classiques, là, je suis passé là-dessus à l'oral. Bon, je m'en suis sorti, mais j'avoue que c'était pas le meilleur texte que j'ai eu dans ma vie. Voilà, donc cette troisième stratégie de César, de Vercingétorix, pardon, l'enclume et le marteau, a été une défaite. Alors évidemment, Vercingétorix s'est rendu avec grandeur, avec élégance. Il a été exécuté 6 ans plus tard, en 46 avant Jésus-Christ. Il a perdu, évidemment, la guerre, mais les spécialistes de stratégie et de tactique savent que même les plus grands généraux finissent toujours par perdre à un moment ou à un autre. Pensez à Napoléon et à Waterloo. La guerre est caméléon, disait Clausewitz. On sait toujours comment elle commence, on ne sait jamais comment elle finit. Et si les hommes politiques étaient intelligents, ils feraient moins souvent la guerre. Je vous remercie. Donc, peut-être avez-vous quelques questions à poser ? Je ne sais pas si on m'entend bien, mais j'avais une question par rapport au fait que donc, vous disiez que Vercingétorix avait été hôte et otage auprès des Romains. Et donc, est-ce que Vercingétorix, dans cette dernière stratégie qui l'a amené à un échec, ne s'attendait pas au génie romain, à la mise en place d'une telle polyurcétique ? Est-ce qu'au niveau des sources et de ce qu'on sait aujourd'hui de la guerre des Gaules, est-ce que Vercingétorix en fait s'attendait à ce génie romain, ou est-ce que finalement c'était... Oui, non, votre remarque est tout à fait juste et tout à fait intéressante.
effectivement, Vercingétorix avait vu les Romains combattre. Il savait ce qu'était l'armée romaine, et son combat a peut-être été un combat désespéré, on ne sait pas. En tout cas, il a tout fait pour vaincre. Il avait réussi à la fin de sa deuxième stratégie. César était en pleine retraite, hein. Il ne le dit pas évidemment, mais c'était ça. Alors bon, peut-être est-il allé trop loin, une fois. Merci. Si on compare finalement la cohésion des Gaulois par rapport à ce qui s'est passé avec Arminius, je dirais 50 ans plus tard en Allemagne, Arminius a vaincu, mais finalement c'est ses propres troupes qui l'ont tué. Est-ce que Alésia ne s'expliquerait pas par le fait que finalement à l'intérieur même des troupes de Vercingétorix, il y avait trop de dissensions? Et est-ce qu'il est exact qu'à un moment donné, il a fait sortir toute la population civile non combattante pour ne pas la nourrir? C'est exact, il est exact, il a chassé les... Pardon? Ah oui. Donc effectivement, à un moment donné, Vercingétorix a renvoyé les Mandubiens, d'ailleurs, hein, les civils Mandubiens les a chassés. César n'a pas voulu les accueillir, ils sont morts entre les deux lignes. Et oui. Votre question, c'était... C'était la cohésion, finalement. Ah oui, la cohésion. On n'a aucune preuve que les Gaulois aient manqué de cohésion en cette circonstance. Les seuls qui ont... Quelques peuples ont été absents. Les Rèmes, par fidélité, les Ubiens, qui étaient des Germains aussi, les Lingons ne sont pas venus. Bon, on peut penser que c'est par fidélité eux aussi. Je pense que c'est parce qu'ils avaient un traité particulier. Ou d'autres, comme les Vénètes, mes ancêtres, qui n'ont pas envoyé de troupes parce qu'ils avaient subi un désastre militaire et qu'ils n'avaient pas assez d'effectifs. Un grand peuple comme les Nerviens, dont la capitale était Bavay dans le nord de la Gaule, avait pu envoyer 50 à 60 000 soldats en 57 contre César. En 52, ils n'ont pu en envoyer que 5 000. Non, je crois que les Gaulois qui sont venus à Alésia étaient décidés. Bon, moi je voudrais rebondir un tout petit peu sur Arminius, si je puis dire. C'est un petit peu audacieux. J'ai lu quelque part que peut-être que Vercingétorix aurait été formé à la stratégie dans le cadre d'une éducation à la romaine. Est-ce que c'est totalement invraisemblable? Non, ce n'est pas totalement invraisemblable. Et on dit même j'ai dit même qu'il avait vécu dans l'entourage de César pendant un certain temps. Mais alors, évidemment, il a pu voir, observer, bien sûr, oui, c'est sûr. Arminius aussi avait vécu dans l'entourage de Varus et des Romains. On a même dit qu'il aurait été chef d'une unité, mais ça me paraît, ce n'est pas assez fondé, ce n'est pas fondé. J'ai une deuxième question, excusez-moi. Oui. Vous avez tranché par rapport à l'emplacement d'Alésia et à l'hypothèse de Daniel Porte, bien connue par ailleurs. Donc Alésia, c'est Alice Saint-Traine pour vous. Écoutez, je vous remercie de poser cette question. Encore que ce soit une question qui m'agace profondément, parce que je m'en doutais un peu. on me la pose toujours. Alors, justement, dans le livre que je viens de publier, je donne des documents qui ont été inédits jusqu'à présent. Les gens qui situent Alésia dans le Jura ont choisi 2 directeurs de recherche au CNRS, un spécialiste de métallurgie et un spécialiste de céramique. Les 2 rapports de ces 2 collègues distingués étaient clairs et nets. La céramique date du Haut Empire et du Moyen Âge.
ce qui veut dire que le site n'était pas occupé à la fin de l'époque républicaine, et les objets de métal appartenaient tous à des instruments aratoires. Et donc, aucune arme n'a été trouvée là-dedans. Ce qui veut dire que le site des Chaux-des-Crotenay était un village de paysans qui avait été formé au Haut Empire et qui a vécu jusqu'au Moyen-Âge. Alors, les légendes des Chaux-des-Crotenay on a d'abord explosé d'indignation en disant que les rapporteurs étaient des gens abominables, et ils ont essayé de les piéger. Ils ont envoyé une caisse d'objets à un personnage, un monsieur qui est au musée de Saint-Germain-en-Laye, en lui disant, voilà, on a trouvé cette céramique et ces métaux, qu'est-ce que vous en pensez? Et la réponse du monsieur était exactement conforme à ce qui avait été précédemment dit. Donc je crois que l'affaire est réglée définitivement, et à mon avis elle l'était déjà depuis très longtemps. Mais bon, s'il y a des gens à qui ça fait plaisir de placer Alésia dans le Jura, dans le Massif central ou en Normandie, moi ça ne me dérange pas du tout, hein. J'en suis très content qu'ils soient très contents, et bravo pour eux, tant mieux pour eux. Selon vous, quels étaient le niveau des forces en présence, côté romain, côté gaulois, ce qui était plausible? Est-ce que par ailleurs les Romains s'appuyaient exclusivement sur leurs forces, ou est-ce qu'ils avaient aussi les Germains, et quels étaient le rôle et le contrôle de César sur ces Germains? Et enfin, une dernière petite question, Vercingétorix a retourné les Éduins, que je crois qui étaient plutôt pro-romains. Comment y est-il parvenu? Alors, ça fait beaucoup de questions. Les forces en présence, la question des forces en présence que j'évoquais un petit peu, je n'ajouterai rien. Les Romains étaient numériquement très inférieurs, mais tactiquement très supérieurs. Un char d'assaut contre un fantassin, ça ne tient pas. Ensuite, la question des Éduins est une question qui a beaucoup divisé les gens, au point qu'il y a un Éduin qui s'est cru du XXe siècle, qui s'est cru obligé d'écrire un livre avec le titre « Les Éduins n'ont pas trahi ». Alors, qui ont-ils trahi ou qui n'ont-ils pas trahi? Bon, on ne sait pas trop. Mais bon, il est certain que les Éduins étaient pro-romains au début, surtout en 58, et puis que petit à petit, les chefs, les uns après les autres, se sont ralliés à Vercingétorix. Alors César dit clairement il les accuse d'avoir été achetés, c'est l'or Arverne, l'or des Arvernes qui les a séduits, mais bon. Alors, je vais poser peut-être une question. Je ne connais pas tellement cette époque. Je voulais savoir s'il existait un service, enfin un service c'est un grand mot, de soins pour tous ces combattants. C'est une très bonne question. C'est un service de santé. Le service de santé a été formé sous le Haut Empire. Il n'y avait pas de service de santé à l'époque, mais en fait le service de santé c'était des soldats qui étaient tout simplement, qui donnaient un coup de main, qui soignaient les types qui étaient blessés. Ce n'étaient pas des gens qui avaient fait 6 ans d'études à la faculté de médecine, hein. Ils se contentaient d'arroser les plaies, de les recoudre, et puis c'est tout, hein. C'était tout. En fait, ils aidaient les gens à mourir en leur donnant un peu de chaleur, c'est tout, de chaleur humaine. Alors, sous l'Empire, il y a eu un corps médical attaché à l'armée, oui, mais sous l'Empire seulement. Alors, il est très probable qu'à l'époque républicaine, quelques officiers se faisaient accompagner par des médecins particuliers, et qu'après une bataille, eh bien, ces médecins particuliers allaient sur le champ de bataille soigner les blessés. Bien, on va peut-être encore une ou deux questions, oui ?
Bah écoutez, je crois qu'on va vous en parler demain soir dans une conférence. Et sinon, oui, bien sûr, il y a beaucoup de travaux. Je citais Christian Goudineau tout à l'heure. Goudineau, Bruno, que vous verrez demain, et quelques autres. Non, il y a pas mal de gens. Pour les questions militaires, il y a Alain Débert qui a fait beaucoup de choses. Luc Barré sur les mercenaires gaulois. Enfin bon, il y a beaucoup de choses. Bon, une dernière question. Oui. Oui, donc oui, pour la dernière question. Donc, ce personnage de Vercingétorix qui a émané dans la recherche des Français d'obtenir une figure d'identité nationale à une certaine période, est-ce que vous, aujourd'hui, vous diriez que c'est un personnage qui est vraiment sorti du roman national, ou est-ce que vous, avec votre regard d'historien, aujourd'hui, vous diriez que c'est un personnage qui a été remis et rétabli dans son contexte historique? En tant qu'historien, je ne m'intéresse pas au roman. Le roman, c'est une chose, l'histoire, c'est autre chose. Mais c'est quelqu'un qui, dans l'histoire de France, avant la France, bien entendu, a, à mon avis, beaucoup compté. Merci beaucoup. Mais évitons les romans. Merci à tous de m'avoir écouté.